Chers amis, bonjour. Nous avons le grand plaisir, Laurent et moi, de vous retrouver pour la rentrée de cette revue de presse vidéo de l'apocalypse financière mondiale. Et oui, en effet, Laurent et moi, on vous explique l'effondrement du système financier depuis l'explosion de Wall Street le 29 septembre 2008. Hein, tu t'en souviens, mon cher Laurent? Des archanges, ça y est. Absolument, c'était la fête des anges, des archanges, de la Saint-Michel, Saint-Gabriel. Eh bien voilà, regardez bien, 8 ans plus tard, Déjà. la Deutsche Bank, la plus grosse banque européenne, est sur le point de s'effondrer. Eh bien, ça fait partie des sujets que nous allons aborder dans cette revue de presse. Et nous vous souhaitons, bien entendu, le retour. Et nous avons maintenant une baguette magique pour faire tomber les banques. Attention! Donc pour cette première revue de presse de la rentrée 2016, j'en profite pour rappeler à nos spectateurs, parce que beaucoup de nos spectateurs, mon cher Laurent, ne regardent que la vidéo. C'est très curieux. Alors, on vous rappelle quand même que la totalité même de ces informations sont disponibles lundi, tous les lundis. Hein, parce que si vous attendez après nous pour les vidéos, on est quand même pas mal, on a des emplois du temps chargés, donc c'est pas spécialement évident. Voilà. Je souhaite remercier tous les lecteurs qui sont venus à Saint-Brieuc. J'y étais ce samedi. Vous étiez plus d'une centaine à être venus. Merci infiniment. Merci aux lecteurs de Cherbourg et merci bien entendu à tous les lecteurs de Nancy qui étaient venus au début du Salon du Livre, au début du mois de septembre. Alors, brièvement, je vous rappelle, donc Le Mans, ça sera le 29 octobre, Valence le 26 novembre, Paris le 17 décembre, alors ça va être spécial Noël, tadam, en face de la gare Montparnasse. Limoges le 4 février, Carcassonne le 4 mars et Perpignan le 8 avril. Ah si, il y a Melun d'Amary-Lélis le 20 mai. Voilà, mon cher Laurent, la Deutsche Bank est en train de couler. C'est pas vrai. Si, la Deutsche Bank est en train de couler, c'est énorme. Ah bon? C'est absolument énorme. Comment cela se fait-il? Voilà, c'est fini, c'est quasiment fini. Pour donner une idée à nos spectateurs, auditeurs, lecteurs, je rappelle qu'en 2007, hein, il faut vraiment que vous reteniez ça, en 2007, l'action de la Deutsche Bank, 100 et quelques euros. 100 euros. Aujourd'hui, elle est à 9 ou 10 euros. Deutsche Bank, attends, c'est pas la banque du Saint-Esprit portugaise, hein, c'est pas la banque grecque. C'est énorme, c'est pas la National Bank de Grèce, qui aujourd'hui est à 1 euro, je crois. Pour vous dire. Voilà. Donc la Deutsche Bank, toutes les retraites des Allemands sont passées à la trappe. Hein. Donc c'est invraisemblable. Donc imaginez que les banques qui gèrent vos retraites, à vous, chers spectateurs, celles de vos parents, hein, ils ont forcément investi dans la Deutsche Bank, bien sûr. Et donc aujourd'hui, ils ont perdu 90% de leur valeur, hein, des actions. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas payer vos retraites. Est-ce que vous êtes satisfaits, chers téléspectateurs? La première banque allemande a vu son titre chuter de près de 6% en séance, à son plus bas niveau en 24 ans. En cause, un article de presse affirmant que la chancelière Merkel excluait de venir en aide à la Deutsche Bank, dont s'est démêlée avec la justice américaine. Cette dernière menace la banque allemande d'une amende de 12,5 milliards d'euros pour avoir vendu des titres adossés à des prêts immobiliers à la fin des années 2000. Depuis janvier, le titre Deutsche Bank a cédé 52%, 2 fois plus que l'indice bancaire sur la période. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, Laurent? De toute façon, tu l'avais annoncé déjà à l'époque, hein, avec le nombre d'actifs CDS, hein, ce qui a créé, on le rappelle, hein, cette fameuse crise de 2007-2008, puisque Pierre l'avait vu déjà en 2007. Il était normal hein, que la Deutsche Bank, asservie à la Fed, eh bien, serve de tampon, si on peut dire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, avec de surcroît les taux négatifs, c'est le plongeon radical. On a beau imprimer, ça ne fait que couler. Alors, ça ne fait que couler, mais il y a beaucoup plus grave. Parce que, numéro 1, ce que les spectateurs doivent savoir, c'est que les engagements en CDS, hein, donc je vous en parlerai jamais assez des CDS, vous savez bien, il y a le livre sur Blightmaster là-dessus, vous vraiment, les CDS, les engagements notionnels auxquels doit faire face la Deutsche Bank représentent en euros l'équivalent de ce que produisent tous les pays de l'Union européenne. Autrement dit, le PIB de 500 millions d'Européens.
Tung. Voilà. Donc, gigantesque. c'est absolument gigantesque. Prenons la solution numéro 1. Angela Merkel décide de nationaliser la Deutsche Bank. Elle n'a pas le droit de le faire. Elle n'a absolument pas le droit de le faire. Par les règlements bancaires européens. Précisons. Imaginons que voilà, elle n'a pas d'autre choix, sinon le monde entier s'arrête. Donc elle va nationaliser. Le Premier ministre italien va venir hurler à Strasbourg et à Bruxelles en disant vous avez sauvé la Deutsche Bank. Pourquoi vous ne nous avez pas sauvé, nous, nos banques à nous, alors qu'on a été obligé de vendre la totalité de leurs emprunts toxiques aux Américains, à BlackRock, à JP Morgan, à Goldman Sachs, etc. C'est absolument stupéfiant de voir ça. Donc, ils sont coincés. Ils sont coincés par les règlements qui se sont eux-mêmes imposés. Hein, c'est-à-dire que les mecs, ils se sont mis des menottes et après, ils s'étonnent qu'ils puissent pas bouger les mains. C'est quand même assez incroyable, mais bon, c'est les fameux règlements européens. C'est ce que vous avez vu sur vos relevés bancaires cet été, et même en ce moment, hein, ça continue, hein, parce que j'ai vu des lecteurs qui m'ont écrit en me disant j'ai reçu ça du Crédit Mutuel, de la LCL. Vous avez ça en Arial 2 sur votre relevé de banque. Notre banque est très solide, ça commence comme ça, hein. Elle est même très très solide, mais vos avoirs ne sont garantis que jusqu'à 100 000 euros. Donc déjà, ça commence mal. Et là, je précise que si vous avez plusieurs comptes à 100 000 euros, donc 300 000, vous ne serez garanti qu'à 100 000 euros dans le cas où les 3 banques fassent faillite. Voilà, donc c'est Tintin, vous serez Tintin. Voilà, c'est une chypriotisation globalisée. Hein, on avait chroniqué ensemble à l'époque la chute de Chypre, la chute de la Grèce, d'Athènes. Si elle ne le fait pas, si elle ne nationalise pas, qu'est-ce qui se passe? Quelle autre option a-t-elle? Soit elle passe un accord avec les États-Unis, qui eux fabriquent de la monnaie de singe. Je te laisse le soin. Du PQ. Je te laisse le soin de dérouler le PQ. Hein, t'en as pour, je sais plus combien, 70 trilliards ou, enfin bon, tu peux y aller. Hein. 70 trilliards. Il nous faudrait au moins 10 millions de ce genre de PQ et à condition qu'ils soient tous longs d'une centaine de kilomètres. Hein, voilà. Donc ça vous donne une idée du nombre de billets qu'il faudrait imprimer pour sauver la Deutsche Bank. Bon, admettons que par exemple la Wells Fargo, Goldman Sachs, grâce à la planche à billets que va lui fabriquer spécialement sur mesure la Fed, eh bien Goldman Sachs rachète, la Deutsche Bank. Mais encore faut-il que Goldman Sachs soit assez barge pour le faire. Ah oui, c'est possible. Voilà, parce qu'on pourrait dire le Qatar pourrait racheter. On l'a vu dans la crise financière de 2008-2009. On a vu le Qatar, les Saoudiens, l'Union des Arabes Unis, ou je ne sais plus comment s'appelle leur bled là, racheter une série de banques anglaises. Hein. On se souvient des grosses manipulations scandaleuses, purement scandaleuses d'ailleurs. Elles n'avaient pas l'exposition au CDS qu'à la Deutsche Bank. Elles en avaient, mais pas absolument pas au point de la Deutsche Bank. Donc il faudrait être totalement fou dans sa tête, hein, et même ailleurs, pour acheter ou pour prendre une participation dans la Deutsche Bank. Alors, question pour toi, Pierre, puisque les CDS ont pour but d'assurer des potentielles pertes. Oui. Les assureurs, forcément, suivent à la queue leu. Alors, quand on voit l'exposition qu'a la Deutsche Bank, qu'est-ce qu'il en est des assureurs qui, derrière, doivent assurer des produits? Mais c'est sur rien du tout. C'est ça la question. En fait, il faudrait que vous compreniez, aujourd'hui même, à l'heure où on se parle, le risque contre la défaillance de la Deutsche Bank, je crois que ça a pris je ne sais plus combien de points. La semaine dernière, déjà, vous avez un certain nombre de hedge funds qui ont commencé à retirer leurs fonds. Ça veut dire quoi, ça? C'est un bank run. On va au guichet pour retirer son argent. Alors, les Allemands n'ont pas encore commencé le bank run. Et c'est pour ça que Angela Merkel n'en parle pas. C'est pour ça que les médias, les BFM, VCI, Télé, France Merde, etc., n'en parlent pas. Hein, parce que c'est quand même énorme. La plus grosse banque européenne en train de faire faillite, je sais pas un mot, tout va bien. Ok, cucu les petits oiseaux. Sans compter que les banques françaises sont directement affiliées à la Deutsche Bank, bien sûr. que ce soit Société Générale, elles ont toutes des participations croisées, et surtout des engagements financiers, CDS notamment, à travers la Deutsche Bank. Et alors, troisième possibilité, tadam, ding, la Deutsche Bank explose. Ou la guerre. Alors là, attention, là, il y a plusieurs possibilités, et on le voit. On a vu un général américain dire de toute façon, maintenant, il nous reste plus grande solution. Il faut faire la guerre à Poutine, numéro 1. J'ai vu ça hier.
On est mardi 4 octobre, hein, précisons-le, parce que si l'actualité se développe entre-temps, qu'on passe pas pour des idiots. Hein. Donc on a vu que le secrétaire d'État aux affaires étrangères américain a décidé de rompre tous les liens diplomatiques en ce qui concerne la Syrie avec les Russes. Donc c'est techniquement, on va vers une rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie. C'est énorme. En général, une fois sur deux, ça donne une guerre, ça. Hein. De toute façon, avant chaque grande crise, enfin, ce qui a suivi les grandes crises, 29 et autres, on le sait, ça a toujours été les guerres mondiales. Donc il suffit de regarder avec un temps de décalage les enjeux actuels et de voir à quel point les Américains, mais c'est pas tant le gouvernement américain, que tout le complexe financier qu'il y a derrière, qui est pieds et poings liés, et pour continuer le jeu de dupes, on fait table rase du château qu'on a construit, qui est un château de sable, de façon à répartir les cartes, embrouiller les cartes, et puis repartir en ayant, encore une fois, racheté des positions massives sur certains secteurs, notamment énergétiques, des minerais, et c'est pour ça d'ailleurs que tout ce qui est attrait aux métaux précieux, aux matières premières, est en train de monter en flèche. Comme l'or d'ailleurs, maintenant ça fait un bon moment. D'ailleurs, Laurent, tu as parlé de sable, c'est un château de sable. C'est ce qu'on retrouve dans Faust, dans le film La beauté du diable de René Clair. On voit le diable c'est John Law qui sert de modèle, qui a servi de modèle à Goethe. On voit bien à un moment donné qu'il transforme le sable en pièces d'or et que ces pièces d'or ne tiennent qu'un temps. Ça dure, je sais pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, je me souviens plus des détails. Et ensuite, d'un seul coup, toutes les pièces d'or de toute la population se transforment en sable. Voilà. Mais c'est exactement ce que tu as décrit. C'est assez étrange. Et c'est ce que je montre d'ailleurs dans le livre John Law. Il y a des captures écran qui sont vraiment fascinantes. La solution parce qu'Angela Merkel, elle va pas prendre sa décision toute seule. En ce moment même, le téléphone crépite avec Obama, bien entendu, avec le gouverneur, avec le patron de la Fed et le gouverneur de la Banque centrale européenne. Mon sentiment, c'est que ils vont imprimer des centaines de trilliards pour la donner à Goldman Sachs ou Wells Fargo ou Dieu sait quelle banque pourrie américaine, pour qu'elle puisse racheter la totalité ou une grande partie des actions de la Deutsche Bank, qui, je le rappelle, ne vaut plus que 10% de sa valeur d'il y a 9 ans. C'est qu'est-ce qu'elle va faire des CDS? Qu'importe la banque qui puisse racheter, les CDS, eux, ils s'en foutent. Là, c'est une question, c'est de gagner du temps. Voilà, c'est avant que l'immeuble ne s'effondre, il faut gagner du temps. Alors, s'il gagne du temps, il se dit, bon, on va gagner du temps, on va gagner 2 ans, 3 ans, d'ici là, on verra bien ce qui va se passer. D'ici là, on va déclencher une guerre. Comme ça, on arrête tout. On voit aussi que l'enjeu des élections américaines est très tendu entre un Trump qui reçoit Nigel Farage une de ses conférences, et puis le dernier débat qui a eu lieu entre quelqu'un qui fait partie de l'establishment, Hillary Clinton, et puis quelqu'un qui est self-made man, qui a payé sa propre campagne, qui ne dépend de rien, qui ne doit rien à personne. En plus, Hillary Clinton, qui aujourd'hui a une forme de maladie d'Alzheimer. On l'a vu dans une vidéo. On l'a vu face. Vous allez la voir là. C'est cette vidéo où elle perd totalement le contrôle de son visage et cette vidéo, vous ne l'avez vue nulle part. Vous l'avez pas vue sur BFM, vous l'avez pas vue sur nulle part. Toute la presse, toute la télévision européenne ont fait le blocus. C'est-à-dire que même, on voit bien que l'establishment de Wall Street, tous les banquiers ne veulent qu'un seul candidat, c'est Hillary Clinton. Sans compter que la cérémonie du 11 septembre, la commémoration. Ça fait partie de la même série. Pour accéder à ce poste qui est d'être président et d'avoir des problèmes de santé qui sont extrêmement importants, on voit le jeu de dupes aussi qui se joue là-dedans, et de la pression qui est mise sur le système militaro-industriel qui doit impérativement, pour maintenir l'illusion, créer une situation titanesque de choc dans les esprits. Et pour l'instant, en tout cas, je trouve que la guerre est un chemin qui aurait tendance à on prend un chemin, tout à fait, ça commence à sentir mauvais. Bon, pour ma part, j'ai toujours dit que Poutine sera l'exutoire parfait. Je le dis depuis 2008. Parce que historiquement, chaque fois qu'il y a une grande crise financière, eh bien, il fallait provoquer un contre-feu pour détourner l'attention en disant, on l'a vu 1929, on a vu ce que ça a donné. On rajoute 8-9 ans plus. Ça nous met en 1938. Voilà. 1938, vous savez tous ce qui s'est passé. Hitler avait déjà pris le pouvoir. À cause de la faillite, je le rappelle, c'est l'histoire se répète, de la faillite, j'en ai souvent parlé, de la Kreditanstalt. Hitler n'aurait jamais eu autant de députés si la Kreditanstalt était restée debout.
Ne jamais oublier ça. Voilà. Et la faillite de la Creditanstalt a entraîné la faillite de toutes les autres banques européennes, dans les pays de l'Est, et également une partie en France aussi, ça a vraiment sérieusement secoué. Alors, je veux revenir sur un détail, parce que c'est important. Tout à l'heure, je vous expliquais que les Italiens, le Premier ministre italien, ferait un scandale en disant que si Angela Merkel sauve la Deutsche Bank, c'est la même chose. Eh bien, j'avais chroniqué dans la revue de presse, vous allez retrouver, il y a un échange d'insultes entre le Premier ministre italien et Monsieur Draghi. C'était au mois de juin, au mois de juillet, hein, juste avant les vacances. Mario Draghi avait imprimé très peu de planches à billets pour le filer aux banques italiennes qui sont aujourd'hui dans un état absolument lamentable. Alors, qu'est-ce qu'a fait le Premier ministre italien? Je vous le donne dans le mille. Figurez-vous qu'il y a un gros scandale en ce moment en Italie. La fameuse Monte Paschi de Sienne avait signé des CDS au profit de la Deutsche Bank. Et la Deutsche Bank a gagné. Donc, ça veut dire que la Monte Paschi de Sienne devait payer immédiatement à la Deutsche Bank, grâce au crédit défaut swap, donc l'équivalent de, je vous la fais simple, 800 millions d'euros. Les responsables de la Monte Paschi étaient complètement perdus parce qu'ils étaient en faillite. Donc, ils ont demandé à leurs potes de la Deutsche Bank de venir manipuler, de réécrire leur bilan. Non, je sais pas si tu vois l'escroquerie, quoi. C'est en Grèce. C'est ça. Et alors, ils ont donc maquillé les pertes, écoutez bien, ils ont maquillé les pertes de la Monte Paschi de Sienne, les pertes de l'année 2008 et de l'année 2009. Donc ça confirme tout ce qu'on avait fait déjà à l'époque, en 2009. Et donc, vous avez un article, là, vous le verrez, Deutsche Bank charged by Italy for market manipulation, creating false accounts. Création de faux comptes. Ça me rappelle... Ça me rappelle quelque chose, la Wells Fargo aussi. Ouais, exactement. Mais ça rappelle tellement. De toute façon, les banquiers, c'est des pourris. Fargo, et les comptables qui travaillent avec eux sont des pourris. Et les experts, les commissaires aux comptes sont des pourris également. Hein, parce qu'ils certifient les comptes. Je le rappelle. Ouais. Alors, c'est quand même incroyable. La police italienne... Écoutez bien, non mais c'est génial. Non mais ça, tu peux pas l'inventer. La police italienne a découvert que la société commune, donc qui a été créée à cette occasion, Deutsche Bank Monte Paschi de Sienne, était bien entendu implantée dans un paradis fiscal, mais bon, à la limite, ça, on s'en fout. Elle a été montée pour maquiller les pertes, donc de 750 millions d'euros. Elle a été baptisée, je vous le donne dans le 1000, Santorin. Je sais pas où est-ce qu'ils vont chercher les noms, c'est terrible, quoi. Franchement, c'est incroyable. Pour ce qui est de la symbolique. Santorin, je vois le volcan. Les gens qui explosent. Bam, Santorin. Non mais, je sais pas si Santorin. Pourquoi est-ce qu'ils je sais pas, moi j'aurais appelé ça, je sais pas, Irma, un nom mais complètement transparent, quoi. Enfin, un truc qui n'éveille aucun soupçon. Ouais, oui. Non, les mecs, carrément, ils appellent ça Santorin, tu vois. Le mec qui a rayé, l'Italie du nord, du sud de la carte. C'est complètement fou. Alors, je dis, Blightmaster sort de ce volcan. Parce que c'est les CDS qui l'ont planté, Alors, donc, créé spécifiquement à cette occasion. Oui, mais c'est énorme. Donc, pour maquiller les pertes sur les crédits défaut swap, donc promu et réinventé, on va dire, par Blightmasters, les mecs créent un paradis fiscal, maquillent les comptes, glissent tout sur le tapis, créent une société pour porter tout ça dans un paradis fiscal. J'aime bien le terme paradis fiscal, c'est plutôt un enfer qui les attend. Voilà, pour le coup. Pour le coup, ouais. Et le mec, ils appellent ça le nom d'un volcan qui a fait des centaines de milliers de morts. Santorin. Non, mais c'est Pompéi, tu vois. C'est énorme. Oui, mais c'est ça. Ça promet une belle éruption, hein, c'est clair. Une belle éruption bancaire avec des billets de banque qui sautent en l'air. Je vois bien le volcan, tu sais. Tout est là. Des milliards d'euros Tout est là. qui tombent du ciel, tu sais. Non, mais c'est vraiment ça, quoi. Ah bon, on y est. On y est. Et voilà. Et Pompéi, donc, ne sera pas seulement Sienne, hein, mais aussi Munich et Francfort. Voilà. Et alors, ça, le plus grand danger, c'est que les Allemands eux-mêmes, je parle de l'allemand moyen, je parle pas du banquier, hein, parce qu'ils ont quand même énormément d'agences et c'est comme la BNP, quoi. Hein, voilà. Ils ont des agences et des millions de comptes. Que les Allemands aillent au guichet de la Deutsche Bank et qu'ils décident de tout retirer. Et donc là, ça sera une ruée sur la banque comme sur la North Star en 2008 à Londres, au point que justement le gouvernement anglais, tu t'en souviens, a été obligé de nationaliser cette banque pour la sauver, hein, pour ramener le calme sur les marchés. Sinon, tous les Anglais seraient repartis en slip, du moins ceux qui avaient un compte donc à la Northern Star, je ne sais plus comment. Mais c'est quand même incroyable. Alors d'autant que la Deutsche Bank, les clients de la Deutsche Bank
les Allemands normaux, j'entends, ils ont 300 milliards de déposés. Mais à mon avis, cet argent, il a déjà disparu. Hein. C'est quand même incroyable, quoi. Chers lecteurs, voilà, suivez bien l'actualité financière, parce que vous ne la verrez pas. Hein. Vous ne la verrez pas sur vos télés, BFM, VC, compagnie. Hein, non, ça c'est trop. Il est préférable qu'on vous parle de Birkini. La désinformation des Français à ce niveau-là. Distraire, porter l'attention sur autre chose que ce qui est important. Mais de plus en plus. Ouais. Vraiment de plus en plus. Et l'islam est un bon exutoire. Ça, c'est clair que... Oui, parmi d'autres choses. Voilà. Encore une fois, on reste avant Poutine, avant la guerre avec les Russes. Quoi. On reste dans cette idée de diviser pour mieux régner. C'est ce qui ressort des médias généraux, mass médias. L'objectif est de montrer des sujets brûlants qui puissent vous monter ou qui nous montent les uns contre les autres, et des sujets sous toutes les formes. L'essentiel étant de tenir loin de là tous les médias, les enquêtes qui montreraient... voilà, focalisez-vous sur les musulmans. Voilà. Et puis, en plus, alors, tiens, justement, à propos des musulmans, c'est très intéressant. On a vu, j'ai vu passer une information dans la presse anglaise, je crois que c'est le Guardian ou le Telegraph, comme quoi la CIA, donc on salue tous les agents de la CIA, Avenue Gabriel qui regardent et à Neuilly là, qui regardent cette émission, ils ont payé une grosse agence de relations presse anglaise, ils l'ont payé 500 millions d'euros pour qu'elle fabrique des fausses vidéos de soldats de Daesh en train de d'égorger des gens. Ouais. C'est quand même assez étrange que la CIA fabrique des fausses vidéos de terroristes musulmans. Je trouve ça vraiment, vraiment absolument énorme. Et là aussi, cette information a été effacée par le fait que Kim Kardashian, je sais pas quoi, a été braquée. Attends, la fille, elle a pas grand-chose dans le crâne, hein, parce que elle se fait des trucs. Attends, elle fait un truc en direct sur Twitter, sur Snapchat. Oh, regardez ma bague à 20 millions de dollars. T'as des pauvres gens qui tu vois, il faudrait qu'ils s'incarnent à peu près 250 fois pour se payer ne serait-ce que le quart de la bague. Et là, elle est en train de montrer. Après, elle s'étonne qu'elle se fasse braquer. Mais cette affaire, c'est génial. Ça a permis d'effacer totalement et de ne pas parler de cette affaire qui est un pur scandale. En tout cas, c'est un très très beau détournement d'attention de l'opinion mondiale face à cette information qui était sortie par... qui est capitale. Bien sûr, qui est capitale. Que la CIA paye des agences de relations publiques pour créer des fausses vidéos de soldats de Daesh, d'ISIS et de je sais quelle autre dénomination. Voilà. Enfin bref, donc, je vous parlais tout à l'heure de bank run sur la Deutsche Bank. Donc, je vais vous donner, il y a Capula Investment Management, Rocos Capital Management, Millennium Partners. Il y en a encore une dizaine comme ça, qui ont déjà retiré leurs fonds de la Deutsche Bank. Mais c'est des fonds à plusieurs centaines de millions de dollars. Hein. C'est pas les 15 000 euros d'économie. Voilà. C'est des hedge funds ou des fonds de pension. Mais il y a beaucoup d'autres fonds de pension qui ne peuvent pas retirer parce que par contrat, ils ne peuvent le faire qu'à certaines périodes ou au bout d'un certain nombre d'années ou de mois, je ne sais pas. Tout cela, ils sont vraiment coincés. En tout cas, en cas de faillite de la Deutsche Bank, le monde entier, le système financier s'arrête. C'est clair. C'est un Lehman Brothers, puissance 10 000, même 100 000. C'est le monde entier. Donc, oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive 8 ans après. Hein. Dieu seul sait si on nous a reproché, surtout à moi, en disant que je fais des catastrophismes, etc. Finalement, le catastrophisme, c'est peut-être Cassandre, mais elle avait raison, hein, Cassandre, il faut le rappeler. Vous êtes aujourd'hui dans l'ère des taux négatifs, hein, ça s'est jamais vu, on le répétera jamais assez. L'Allemagne s'est endettée lundi pour la première fois à taux négatif à court terme. C'est un signe de la soif de sécurité des investisseurs qui choisissent de perdre de l'argent pour investir en titres allemands. L'agence financière qui gère la dette du pays a placé sur le marché 3,9 milliards d'euros de titres à 6 mois avec un rendement moyen négatif de moins 0,0122%. C'est un très bon résultat, a commenté le porte-parole de l'agence. On l'a jamais vu. Dans l'histoire c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça existe, absolument. C'est un non-sens. Puis on en parle aux infos. Voilà, mais ça c'est le résultat de toutes les planches à billets. Voilà. On n'en parle même pas. Voilà. Bon, ça n'existe pas. On parle de Burkini. Hein. Et ensuite le fait que la Deutsche Bank soit en train de vaciller pour cause de faillite. Non, elle vacille pas pour un scandale, genre Volkswagen qui a truandé les logiciels. Mais en même temps, c'est drôle parce qu'ils ont tous truandé, quoi. Donc les Allemands qui se la jouent ISO 9000, nous on est carré, réglo, machin, on est au millimètre près. On voit que c'est pas tant que ça. On rappelle à travers
ton livre, comme quoi de toute façon le chancelier ou la chancelière, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est 666. voilà, 666, voilà, les Allemands sont esclaves. Voilà, des États-Unis. Les esclaves, Donc, les Allemands sont esclaves des États-Unis. donc la Deutsche Bank a servi de bouc émissaire, ou en tout cas de cache-misère. On en a fini, entre guillemets pour le moment, avec la Deutsche Bank. Mais voici une autre banque allemande. C'est la cousine de la Deutsche Bank. Alors attention, un coup de baguette magique, là aussi, le siège social, il va vaciller, là, regardez bien. Et c'est la Commerzbank qui vend son siège social en catastrophe. Alors, bon, tout est dans le billet, je vais le lire bien évidemment, mais qu'une banque comme la Commerzbank vende son siège social, c'est comme si à la Défense, la Société Générale se séparait de son immeuble. Voilà, si où vous la imaginez. BNP, voilà, la BNP vend son grand siège social avenue Haussmann. Qu'est-ce que tu nous dis, Pierre? Eh ben, comme les mauvaises nouvelles voient ou volent en escadrille, en ce moment pour les banques allemandes, notre lecteur, Monsieur Gosset, merci à vous, a vu dans la presse du Luxembourg que la banque allemande a annoncé ce vendredi avoir cédé une filiale du sud-coréen Samsung, le gratte-ciel qui porte son nom à Francfort. Non mais c'est drôle, parce que la Commerzbank est sur le point d'exploser, vend son siège social à Samsung, dont le dernier modèle a des téléphones qui explosent. Il y a finalement une logique dans tout ça. Cette vente doit lui permettre de faire des économies au lendemain de l'annonce d'une vaste restructuration. Je cite, 9000 personnes licenciées. Alors la Commerzbank a accepté la vente de la Commerzbank Tower à Samsung, SRA Asset Management, une filiale de la division d'assurance vie de Samsung Group. L'établissement financier continuera à occuper le bâtiment grâce à un bail prolongeable d'une durée de 15 ans. Ah, quand même. Traduction en français que tu nous fais, Pierre, il n'y a pas que le siège social de la Deutsche Bank qui est en feu, il y a aussi le QG de la Commerzbank. Le gratte-ciel haut de 259 mètres, dont les lumières jaunes à l'effigie de la banque illuminent la ville le soir, est la plus haute tour d'Allemagne. Pour vous dire, c'est pas la petite banque quand même. Hein. Ils accueillent le siège de l'Institut bancaire depuis son inauguration en 1997. Précision que tu nous fais. Voici 10 jours, Commerzbank a annoncé 9000 licenciements secs. Environ 4 jours plus tard, la banque a rajouté sur la liste 600 banquiers de plus. La première chose que fait une banque est l'achat de l'immeuble de son siège social. Absolument. En temps normal. Hein. En temps ce normal. qui paraît logique. Le fait que la Commerzbank vend le sien à toute vitesse vous montre que sa situation est aussi grave que celle de la Deutsche Bank. Bah, par effet domino, elle doit savoir ce qu'il en est. Donc mieux vaut se séparer et faire des restructurations. 900 plus 600 postes éjectés comme ça sec, c'est gigantesque. Pour une banque, c'est gigantesque. Bah, c'est pas fini parce que on parle là de la Commerzbank qui est dans une situation aussi catastrophique. Il y a le feu dans les deux banques. Hein. Ouais, de toute façon, on le voit. Et les autres derrière. Mais là, coup de baguette magique, ting, chez ING, hein, ING Direct. Eh ben, eux, c'est des licenciements directs. Ils ont annoncé hier 3600 licenciements et fermeture de 600 agences. Le groupe ING s'apprête à supprimer 7000 emplois dans le cadre de sa transformation digitale. Le Lion Orange, qui emploie au total 52 000 personnes, ne fait rien d'autre que suivre une tendance générale, explique cet analyste de marché. Licencier en Occident et en un sens transférer des postes vers des zones à moindre coût, ce n'est qu'une partie d'un exercice d'économie globale, dit-il. Alors que les taux d'intérêt très bas limitent la capacité qu'ont les établissements financiers d'obtenir un retour sur investissement et de gagner de l'argent en prêtant. Ça veut dire que la masse d'argent qui est déposée sur le compte d'ING Direct ne représente pas une masse suffisante pour que tous ces vampires puissent sucer le sang des pauvres déposants. Hein. Et donc, du coup, ils virent. Et comme ils ont les taux, en plus, les taux négatifs, donc ça, c'est la lame numéro 2, ils ne peuvent pas gagner de l'argent avec les emprunts, ils ne peuvent pas gagner de l'argent avec les prêts interbancaires, on va dire ça comme ça, et donc ils sont dans une situation absolument inextricable. Et le fait qu'ils ferment 600 ou je sais plus 450 agences, peu importe, c'est déjà significatif. Santander en Espagne a fait la même chose. Santander en Espagne. Prévenez vos amis espagnols, s'ils ont un compte à la Santander, tung, disparu. Alors eux, ils ont fermé, je sais plus, des milliers, je crois. C'était, ils ont viré pareil, 8000 ou 10 000 personnes. Enfin, depuis 8 ans que je chronique là, cette revue de presse de l'apocalypse financière. Le fil conducteur que j'ai dans ma tête, je sais que j'en suis au moins au 7e, 8e ou 9e point de licenciement. Dans quotidien.com, tu as mis en avant un diagramme qui est excellent pour représenter, on dit qu'un dessin parle mieux que les mots, tout ce qui est de ces banques et de leur exposition au CDS. Ce graphique que vous allez voir derrière nous,
Alors, il est très parlant, hein, comme tu le soulignes, parce que ça vous donne l'évolution de l'action de ces banques en bourse sur un an, uniquement sur un an. On remonte même pas à 2008. Hein. Regarde. Ah ouais, donc au moment où a été fait ce diagramme, on voit que pour la Deutsche Bank, son action, donc moins 62,4%. Comme on l'a dit en un an, sachant qu'elle est passée de 100% donc 2008 jusqu'à aujourd'hui, elle doit être à 9, voire peut-être même un peu moins aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, 8%, ce qui est que dalle, quoi, hein, pour la Deutsche Bank quand même. Et la Commerzbank qui suit derrière à moins 44,1% de son action. Alors on retrouve la Société Générale, puisqu'on parle de banque française, 32,6%, Natixis moins 31,9%, Crédit Agricole moins 27,6%, BNP Paribas moins 21,9%, voilà pour ce qui est des banques françaises qui pourraient vous intéresser. Cher Laurent, tu es témoin, j'ai toujours dit en 2008, enfin pas en 2000, mais quand on a commencé nous au mois de janvier 2009, j'ai toujours dit que les traders américains, les banquiers américains nous appelaient les pigs, les porcs, hein, les cochons ou les porcs, comme vous voulez. Hein, pigs, c'est Portugal, Italie, Grèce, Irlande et Espagne, hein, les pigs. Et c'est quoi tout ça? Les pigs, c'est des pays catholiques. Hein, voilà. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que dans ce graphique, alors évidemment, il y a une majorité de pigs, mais surtout, il y a vraiment beaucoup de banques françaises. Rappelez-vous, Alain Minc, Nicolas Sarkozy nous disait que la crise était terminée. Combien de fois il nous l'avait dit ça? Christine Lagarde, pardon. Alors Christine Lagarde, tiens, magnifique. Vous allez voir derrière nous. Vous allez voir derrière nous la une du Parisien libéré de, je crois que c'est 2009 ou 2010. Ceci n'est pas un crack. Ouais. Bah oui. Il n'y a pas de crise. Vous savez, Ceci n'est pas un crack. Ça, c'était encore un autre titre. C'était voilà. Ça. Une Ceci n'est pas un crack. Ouais. Moi, ça me rappelle le tableau de Magritte que j'ai mis sur le. Ceci n'est pas une pipe. Ceci n'est pas une pipe. Hein. Évidemment, c'est clair. Ce que vous ne voyez n'est pas la réalité. Voilà, ce que vous voyez n'est pas la réalité. Hein, je précise. Ceci n'est pas une baguette magique. Hein. Voilà. Ou comment vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Exactement, voilà. Donc c'est quand même tout à fait extraordinaire, non? Ceci n'est pas un crack. Hein. Et elle dit exactement le contraire aujourd'hui. Donc nous, on a mieux compris qu'elle, alors qu'elle était ministre des Finances. Non, mais attends, c'est grave. Elle est patronne du FMI. De toute façon, elle l'a dit par rapport à Sarkozy, je suis ton outil, fais de moi ce que tu veux. Oh oui. Hein, voilà. Ouais. Oui, donc ce que tu veux. Oh là là. C'est clair, donc quitte à mentir pour. Non mais c'est vrai que la lettre qu'elle a écrite à Sarkozy, c'est chaud. Hein. Je vois pas. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud dans. À mon avis, elle ne réclame que le fouet. Ouais. À mon avis, ou à Martinet. Littéralement. À Martinet. Non mais l'un ou l'autre, je crois qu'elle serait contente. Ouais, même un petit coup de baguette magique. Pour les fesses. Ouais. Mais il y a des femmes qui aiment ça, surtout avec ce degré de responsabilité. Il y a besoin des fois que ce soit fort. Oui, mais attends, en Angleterre, c'est très connu, le nombre de ministres. Qui allaient dans des maisons un peu spécialisées, et qui se faisaient fouetter. C'est drôle. Pour enlever le stress qu'ils avaient accumulé. Pour revenir à un sujet plus marrant, si j'ose dire, la faillite des banques, tout en bas, vous avez la National Bank grecque. Oui, ça... Elle a perdu 98,4%. D'ailleurs, là, ça se coud. Hein. Je ne sais même pas comment elle tient debout. Entre parenthèses, cette banque, hein, c'est tout à fait extraordinaire. C'est par là. Alors, juste avant, vous avez la Banco Popolare. Alors, je ne sais plus si elle est italienne ou espagnole, celle-là. 81,9, allez, 82. 82% de sa valeur. Bingo. Banco Comercial Portugues, 76,5% de valeur perdue. Ubi Banca, 71%. Banco Popular, 68%. Unicredit italienne, 66%. La Banca Popolare Milano italienne, donc 64%. La Deutsche Bank, 62%. Et encore, ça c'était d'IA, voilà. Ouais. Et alors, donc ça, c'est un graphique qui a été fait par Wolf Street. Hein, donc bravo à Wolf Street. Voilà, hein, les loups hurlent. Et ça, c'est les chaperons rouges, hein, comme on voit. Et ici, vous avez, alors juste au-dessus de la Deutsche Bank, il y a la Banque Populaire Emilia-Romagna. Ensuite, on a deux banques italiennes et espagnoles. Il y a la Bankia, la fameuse Bankia poubelle. La Bankia, c'est le résultat de tous les emprunts toxiques qui ont été mis dans une banque poubelle, une banque toxique donc, qui s'appelle la Bankia. Donc, qui a perdu 44% en un an. Commerzbank, dont on vient de parler, 44%. La Caixa espagnole, 43%. Intensa Sao Paulo, 40%. Mediobanca, 36%. Banco Bilbao, 35%. 40. Société Générale, 32%.
Natixis 31, Banco Santander 28, Crédit Agricole 27, ING 22. Alors justement, c'est là où je voulais en venir. Chers amis qui êtes au Crédit Agricole et à la BNP, et surtout ceux qui travaillent dans cette banque, ING est à moins 22, BNP à moins 22, et le Crédit Agricole est à 27,6% de. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Crédit Agricole et la BNP vont licencier massivement, ou alors en douce, en loose day, comme on dit en verlan, dans les mois à venir. Ou alors ils vont vendre des gros bijoux de famille à toute vitesse, comme la Commerzbank a vendu son siège social. Cela n'annonce rien de bon pour la BNP et pour le Crédit Agricole. Et d'ailleurs, ding, un coup de baguette magique, vous allez voir, Crédit Agricole, là, ils vont aller danser. Là, c'est quand même incroyable. Alors ensuite, il y a la Raiffeisenbank, moins 15, ABN AMRO, 13, Erste Group, donc Erste, la première banque allemande, moins 12, Banque Inter, moins 11, et KBC, une banque belge, 11. Donc c'est l'état des banques européennes. Et donc on nous a dit que tout allait bien. Tout va bien. Tout va bien. C'est juste un volcan, un autre volcan qui risque d'exploser, parce que ça, c'est autant de volcans que la Deutsche Bank a toute seule. Voilà. De toute façon, tout ne fait qu'empirer. Je pense qu'avec cette rentrée, les citoyens français se sont d'autant plus rendus compte, voire tous les francophones qui nous suivent, à quel point il était extrêmement difficile à l'heure actuelle pour tous les ménages de pouvoir assurer non seulement les impôts, qui peut-être n'augmentent pas, mais la TVA, elle, fait son office, tout coûte plus cher, la rentrée scolaire, l'eau, l'électricité, bref, les charges qui nous permettent de vivre au quotidien sont en train de monter en flèche. On fait les économies d'essence, on utilise moins la voiture, on fait attention strictement à tout, et derrière, donc, un gouvernement qui va jouer, parce que c'est bientôt les présidentielles, bien évidemment, à mettre en avant le tout sécuritaire, parce que la France a peur, paraît-il. Et puis, de l'autre côté, les fameuses promesses que l'on voit depuis 40 ans, bien évidemment. Rien qui ne changera. Mais, ce qui est intéressant, Laurent, dans ce que tu dis, justement, c'est qu'on voit les candidats là, au présidentiel, et on les voit, en fait, notamment à droite, les mecs, en fait, ils ont tous exactement le même programme, sauf qu'ils le présentent différemment. On a vraiment l'impression qu'ils prennent les Français pour des crétins. Quoi. C'est monstrueux. Je sais pas dans quelle mesure entre le ça maire, va Sarkozy, Juppé, que j'avais fréquenté, j'avais croisé lorsque j'étais au quotidien à l'époque, parce qu'il donnait des conférences dans le cadre du quotidien. C'est vraiment Giscard, c'est un double de Giscard. C'est un sang-froid, Juppé. Il faut. Alors, c'est un très bon maire, c'est un très bon gestionnaire. Les Bordelais sont ravis, mais le programme économique, c'est le libéralisme absolu, licenciement global, etc. Il risque de passer, effectivement. Juppé risque de gagner. Je ne sais pas si le système tel qu'on le voit à l'heure actuelle, parce qu'il y a un désappointement total selon le réveil de conscience de chacun vis-à-vis de la classe politique, qui constate, tout parti confondu, que effectivement les Français ne croient plus dans la politique, et il y a de quoi quand on voit les lobbying qui agit derrière en coulisses, plus ou moins ouvertement. Et à partir de là, comment faire confiance, comment vouloir réellement œuvrer à changer les choses dès le moment où, de toute façon, on ne souhaite pas sortir de l'Europe. C'est la question, puisqu'on sait, tu l'as commenté de nombreuses reprises, et on a eu l'occasion de mettre en avant de nombreux arguments qui nous montrent que nous ne faisons qu'appliquer ce que souhaite Bruxelles. Libre au pays. Est-ce que souhaitent les États-Unis, Washington, derrière, bien évidemment, bien évidemment. Donc voilà, il y a un agenda, chaque pays européen les suit plus ou moins, selon la contestation et la grogne du peuple, mais le destin, entre guillemets, est déjà tracé, le programme est déjà en place, reste à avoir les coups des franches uniquement pour le mettre en place. D'ailleurs, on voit que François Hollande a lui aussi pris la baguette magique, puisqu'il va créer 55 000 postes de fonctionnaires, grosso modo. Pour parler des chiffres du chômage ? Oui. Là, pour que le chômage baisse pile poil au moment des élections. Pour que son bilan, pour qu'il puisse dire enfin le chômage a baissé. Merci, la baguette magique de la poudre aux yeux. Les emplois créés à titre de fonctionnaires. Non mais c'est vrai. Gros nounours. La création d'emplois de fonctionnaires, c'est l'équivalent de la planche à billets. Parce que les fonctionnaires, une partie, je dis bien, pas tout, je dis cette partie-là de fonctionnaires ne créera strictement aucune richesse. D'autant plus qu'en plus, ils vont s'en débarrasser juste après. Le fait de créer des pions supplémentaires dans les lycées ou dans les collèges, je ne sais pas si ça va changer grand-chose. Mais ils n'ont pas d'autre choix que de faire tourner la planche à billets.
Et pendant ce temps-là, pour payer les salaires de ces 55 000, eh bien, ce sont les bons du Trésor qui sont vendus dans le monde entier, et ce sont les Français qui vont rembourser avec leur château, leurs biens immobiliers, leurs maisons, et ainsi de suite. C'est purement scandaleux. Mais ils sont prêts à tout pour vendre leur âme, leur âme ils l'ont déjà vendue, pour obtenir une nouvelle. C'est quand même incroyable, ce mec est humilié. C'est le président le plus impopulaire qu'on ait jamais vu quasiment dans l'histoire, et il veut se représenter. C'est génial, hein. C'est l'ivresse du pouvoir, c'est l'ivresse des auteurs. Ou des profondeurs, surtout pour lui. Ce qui est intéressant de toute façon, c'est de se dire que, vu que grâce à Internet, tout est maintenant de plus en plus transparent, que les gens se réveillent de plus en plus en masse, ils n'ont pas le choix que la fuite en avant. Ils ne peuvent pas reculer, ils ne peuvent pas dire ouvertement le mensonge depuis 40 ans. Mais c'est la fuite en avant, on le voit bien tous les deux. On le voit depuis 2008, ça, depuis l'explosion de Wall Street, ce n'est qu'une fuite en avant. Qu'est-ce qu'on vient de voir dans cette revue de presse? On a vu que la Montepaschi, avec la complicité de la Deutsche Bank, a maquillé son bilan de 2008, de l'année 2008 et de l'année 2009. Qu'est-ce qu'on a vu? Je crois, c'était Mitsubishi ou Panasonic, je ne sais plus quelle multinationale japonaise, qui a bidonné entièrement son bilan de 2008, 2009 et 2010. Et comme ils étaient persuadés que les choses allaient revenir en place, etc., ils se sont dit, bon, ben, on va remettre les comptes d'équerre 2 ans plus tard. Le problème, c'est que la situation a détérioré et que les mecs, ils ont continué à bidouiller leur comptabilité. Et c'est la même chose pour toutes les banques. Voilà. Donc la politique agissant sur le devant de la scène pour maquiller, c'est du maquillage. Donner certaines formes d'enluminure catastrophiques pour donner une belle image de ça. Forcément, derrière, les Français, les citoyens ne suivent plus. Alors comment va se passer le rapport citoyen avec les membres du gouvernement, voire les différents candidats qui ne veulent que continuer cette fameuse fuite en avant? Je serais incapable de dire ce qui se passerait quand je vois d'un point de vue international avec cette tension qu'il y a avec les deux blocs. Bref, les petites rivières font les grands fleuves. J'aime bien, c'est une petite info, mais elle est terriblement parlante parce que tous nos spectateurs ont été victimes de ce genre d'arnaque au moins une fois. Ouais, je dirais que cette arnaque, je vais la lire bien entendu, hein, mais elle est d'autant plus présente à la Banque Postale. Pour l'anecdote, c'est notre lecteur Michel qui nous le dit. Ce matin, 1er octobre, le prélèvement de 9 € sur mon compte a été refusé. La commission d'intervention de 8 € a été prélevée à la même heure, à 5h30 du matin. J'imagine que le virement de salaire de notre lecteur, nous dis-tu Pierre, a été immobilisé suite à une grève soudaine et sauvage des contrôleurs aériens. Ouais. Certaines banques retardent volontairement les versements de salaire, histoire de mettre les clients à découvert. C'est ce qu'a fait la Wells Fargo, par exemple. Ce qui crée des rejets de chèques, voilà, et les enchaînements néfastes qui vont avec, effectivement. Donc exactement comme la Wells Fargo. Lecteur, soyez prudent. Bah oui, le but du jeu, c'est que vous puissiez être ponctionné avec les fameux agios, sachant même... Et les commissions d'intervention, j'aime beaucoup. Commission d'intervention. C'est-à-dire que le mec, attends, 8 €, c'est pas grand-chose, ou 9 €, je sais plus. Voilà, c'est 9 €. On a l'heure, hein, donc c'est à 5h30 du matin. Donc, le prélèvement de 9 € est rejeté. D'accord? Il est rejeté. En revanche, tout de suite dans la foulée, la banque lui prélève 8 € pour infraction. et ça, les 8 € sont passés sur le compte. Ouais. Mais c'est illégal. Pourquoi d'un côté ils refusent le prélèvement et pour eux-mêmes, alors là ils te chargent de 8 €. Mais c'est purement scandaleux. Ça devrait même pas être possible. C'est du vol. C'est ce que fait la mafia auprès des commerçants. Banque Postale. Banque Postale. Énorme. Je crois que alors il y a de nombreux articles sur quotidien.com que vous pouvez lire concernant la Banque Postale, notamment plein de photos. Toutes les critiques qu'elle peut faire et les excuses bidons que certains appels téléphoniques de vous, mécontents, vous les appelez, vous leur dites, bah voilà, j'ai envoyé le chèque, il n'est toujours pas encaissé, et la réponse qui vous est donnée de la part de Banque Postale, oui, mais vous comprenez, c'est l'informatique, il faut un certain laps de temps. Alors, si on vous sort cette excuse-là, bien entendu, sachez que c'est du pipeau, et que l'objectif est d'avoir à jouer avec cet argent, de vous faire payer des agios derrière. Bref, c'est l'hôpital qui soude la charité. Alors, justement, pendant que tu agites la baguette magique, cette lectrice, je l'ai rencontrée à Saint-Brieuc, samedi dernier. Okay. Elle s'appelle Angélique, on la salue. Pour la Banque Postale où j'ai mon compte, voilà ce qui vient de m'arriver. J'ai acheté une maison et je dois y effectuer des travaux, carrelage, aménagement de cuisine, blablabla. Je viens donc de faire un appel de fonds depuis mon compte épargne Carac, via mon compte courant à la Banque Postale. Bah oui, parce que, tu vois, c'est pour empêcher les gens de dépenser, donc il faut que tu demandes la permission dans un autre compte, que tu le vires sur ton compte courant, enfin, tu vois, tout ça pour retarder la sortie de la liquidité. Ouais. Alors écoutez bien, d'après la Carac, l'opération a été effectuée le 23 septembre. Aujourd'hui, 26 septembre,
N'ayant toujours rien sur mon compte, je me suis rapproché de ma banque. Réponse de la guichetière. Madame, le 23 septembre, c'était un vendredi. C'est normal, c'est le week-end. Et aucun virement ne se fait durant le week-end. Et la dame aujourd'hui, lui dit, on est mais lundi. on est lundi, madame. Oui, mais c'est le week-end, répond la dame, la cariatre. Donc, pour la banque postale, nous dit la lectrice, le week-end va du vendredi au lundi. Et aucun virement ne s'effectue ces jours-là. Pour avoir elle-même, donc Angélique, travaillé dans une banque, je sais, nous dit-elle, que les virements passent même la nuit. Absolument, je confirme. Donc, vendredi, pas de virement. Lundi, pas de virement à la banque postale. Voilà. Il vous reste la fenêtre de tir mardi, mercredi et jeudi. Vous savez, ça me rappelle les interdictions d'avoir des rapports sexuels au Moyen-Âge, édictées par l'Église catholique, par le pape. T'avais des jours où tu pouvais, des jours où tu pouvais pas? Ah bah évidemment, attends. Ah, C'est 30 jours avant Pâques, interdiction d'avoir des relations sexuelles. 15 jours après Pâques, tu pouvais pas en avoir. Et alors toutes les fêtes de saints divers et variés. le tir, je veux dire. Voilà, plus la Des période. tirs, des seins. La pure. Baguette magique. Alors avant Noël, n'en parlons pas. Et surtout, bien entendu, la période d'impureté. Donc, ce qui techniquement laissait à peu près, moi j'avais calculé dans le livre que j'avais écrit à l'époque, ça s'appelait Biographie de l'archange Gabriel, on avait à peu près une journée ou deux éventuellement par semaine. C'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Donc c'est la banque postale, c'est la même chose. c'est Sur 3 jours. mais le Vatican n'est plus mais au niveau maintenant c'est les banques. Tu vois? Ah non, non mais c'est vrai. Bientôt 3 ils vont jours nous par dire semaine. les virements c'est que tel jour. C'est la nouveauté des banques. Faire payer les clients pour la simple tenue de leur compte. Sur 121 banques en France, seules 28 continuent à proposer ce service gratuitement. Et ce ne sont pas les seuls frais qui augmentent. Sur les retraits d'abord, vous êtes taxé de plus en plus rapidement, dès le 3e ou 4e retrait d'argent dans une autre banque que la vôtre. Sur les chéquiers ensuite, désormais à la caisse d'épargne, un client qui ne vient pas récupérer le chéquier qu'il a commandé le paye cher, 7,50 €. Pour certaines associations, ces nouveaux frais sont inadmissibles. C'est scandaleux. C'est, certains diront, un véritable racket, parce que c'est une tarification obligée. Pourquoi? Parce que nous sommes obligés depuis pratiquement 40 ans d'avoir un compte bancaire. Et là, les banquiers en profitent. Alors, ce qui est d'autant plus Incroyable. intéressant avec ce genre d'événement, c'est qu'ils justifient qu'ils ne peuvent pas, que c'est des problèmes, soucis informatiques. Et derrière, maintenant, vous avez Non, certaines mais attends. banques qui vous disent qu'elles ne Attends. peuvent plus vous permettre de retirer au guichet. Donc, l'argent liquide Oui. devient plus. de plus en plus. Mais c'est pour empêcher les gens ah de oui, retirer. bien évidemment. Mais, évidemment. Alors écoutez bien. Donc si vous êtes à la banque postale, le seul jour de tir, comme on dit, qui vous reste, mardi, mercredi et jeudi, voilà, sera 3 jours sur 7. Sachant que les ordinateurs et les réseaux interbancaires fonctionnent quand même 7 jours sur 7. Hein. Mais bon, ça, le client, le gueux, n'a pas le droit de le savoir. Et n'oubliez pas que les HFT, les High Frequency Trades, achètent et vendent des millions, qu'est-ce que je dis, des millions, des centaines de millions d'actions À la seconde. à la seconde. Et eux, il leur faut 4 jours pour faire juste un virement de 300 €. Non mais tu crois pas quoi. Vraiment, banque postale, vous êtes des pourris. Quoi. Non, Vous mais prenez c'est- les Français pour des crétins. Vous ne méritez que de couler. Voilà, banque postale, tac, c'est fini. Voilà. façon, Là, abracadabra. Tu le répètes, hein, de toute façon, cette banque est la plus mauvaise. C'est la plus mauvaise. La situation Ils prennent est- les clients pour des est la plus crétins. dramatique. Les photos derrière nous le montrent. Il y a une photo qui est géniale. Pour éviter les heures d'affluence, nous vous conseillons de venir l'après-midi de 15h à 17h. Hein. Et puis en fait, en dessous, tu as un tableau, la banque postale est fermée, elle n'est ouverte que de 15h à Ouais, 17h. Allez à notre autres agences, Ouais, Terru, ouais. etc. Et tu vas à l'autre agence, elle est fermée pour travaux. Qui elle-même t'envoie une autre agence qui elle-même est fermée pour travaux. Ouais. Ou alors pas d'informatique, on peut pas. Voilà, c'est un grand classique. C'est de la triche. C'est de la triche. Ils sont en faillite, ils ne peuvent pas rendre l'argent aux gens. Voilà. Quittez cette banque, je ne vous le dirai jamais assez. Alors il y a un autre, un tweet d'un de nos lecteurs qui s'appelle Patriote. Alors Banque Postale met 16 jours pour que mon argent soit dispo sur mon livret A après versement d'un chèque. Ah ouais, quand même. 16 jours. Ah, c'est mieux que... Ah, c'est énorme. La dame, elle devrait pas se plaindre, hein, Angélique, finalement. C'est énorme. 16 jours, c'est énorme. C'est gigantesque. dingue. C'est C'est dingue. gigantesque. Banque postale, banque de pourri, voilà. Mais je plains les gens, les guichetiers. J'ai eu des courriers de guichetiers qui me disent, les mecs, ils sont obligés de prendre des pauses. Ils se font insulter à longueur de journée. Il y a de quoi. Non, mais à la fin, les mecs, ils craquent.
Et puis pour des salaires, de misère. Hein, et ils me disent, ce sont souvent les étrangers qui les insultent le plus. C'est-à-dire qu'ils veulent envoyer un mandat, etc. Ils font chier, ou qu'ils veulent retirer de l'argent. Ah non, monsieur, il faut une quittance de loyer, voilà. Enfin, tout et n'importe quoi pour ne pas donner l'argent aux gens. C'est la seule réalité qu'on a. Alors, derrière nous, vous allez voir plusieurs photos. Voilà. Alors, la première, c'est leçon numéro 1. Hein, vous voyez, c'est un peu au bad. Vous voyez, leçon numéro 1, regardez-moi dans les yeux. Alors là, c'est comment empêcher l'argent liquide de sortir d'une agence. Hein, voilà, vous allez le voir derrière nous. Bam. Donc, c'est la banque postale de Créteil qui ferme quand elle n'a plus d'argent. C'est plus simple. Hein, voilà, c'est plus simple. Hein. Alors, leçon numéro 2. Hein. J'ai dit à genoux. Comment empêcher l'argent liquide de sortir d'une agence, hein, donc ça, c'est notre lecteur Alex qui nous l'a envoyé. Donc ça, c'était la banque postale à Paris. Leçon numéro 3. Embrasse-moi le bout des pieds. Hein, voilà. Donc là, c'est comment empêcher l'argent liquide de sortir d'une agence. Donc là, c'est la Poisse. Et justement, c'est la Poisse de la banque postale, puisque c'est l'agence de Poissy. Hein, c'est la banque postale de Poissy qui est carrément fermée. Hein, donc, qui vous envoie dans une autre agence, qui elle-même, les distributeurs ne marchent pas, où il n'y a plus d'argent. Enfin, bon, hein, voilà. Leçon numéro 4. Donc c'était, alors je ne sais plus, vous allez le voir derrière nous, mais je ne sais plus où c'est. Leçon numéro 5, donc c'est à notre lecteur Serge. Alors là, pour le coup, c'est la caisse d'épargne. Alors, la caisse d'épargne pour les nuls et ceux pour lesquels tout va bien. Alors, regardez bien le texte, vous allez voir, c'est surréaliste. Littéralement surréaliste. Et pour finir, un artiste, à mon avis, un artiste américain ou néo-zélandais, il s'appelle Simon Dany. Alors, il a rendu un hommage à Blind Masters. Le mec est timbré. Regardez, il a fabriqué des timbres. Ah oui, c'est totalement no comprendo. Donc bon, à mon avis, il est tombé amoureux de Blind Master, c'est plutôt ça, hein, parce qu'il a fait des agrandissements, etc. Ouais. Mais il n'a pas dû comprendre ce qu'elle a vraiment fait. Hein, voilà. Il est tombé sous son charme, on va dire. Ouais, voilà. Donc, nous aussi, on est timbré, mais pas dans le, on n'est pas timbré dans le bon sens. Ouais. Enfin, dans son sens à lui, on va dire. Sûr. Donc, comment la banque postale vous en veut garder votre argent et fait tout pour vous empêcher de le retirer. Changez de banque, à nouveau, je le répète, à ce propos-là, puisque vous êtes des milliers à m'envoyer ces mails, à me demander toute l'année où dois-je aller, à quelle banque. Ça fait des années. Oui, ça fait des années, Laurent. Alors je te laisse le soin de répondre parce que tu connais la réponse. C'est une des. Il vous répond par un billet au moins une fois par an parce que il y a toujours de nouveaux internautes qui sont au courant. Alors en France, la BNP est bien la banque la moins pire. Précisons, moins pire, hein, j'insiste lourdement là-dessus. Vous avez été des milliers à me demander dans quelle banque aller. Et j'ai toujours répondu BNP parce que c'est la moins pire. Notre ami suisse Olivier Crotaz a publié ce graphique qui prouve que la BNP est bien la moins pire. C'est celui qu'on a vu, hein, avec de Wall Street. Même si elle est la numéro 3 des banques la plus dangereuse des banques européennes, le classement établi cet été donnait les 3 banques les plus dangereuses, Deutsche Bank, Société Générale et BNP. Une chose est au moins claire, si la BNP saute, alors tout le système financier français saute. Le graphique ci-dessous vous montre l'étendue des dégâts, et le plus comique est que la banque postale ne figure même pas dans ce classement, n'étant pas considérée comme une vraie banque. Note top, c'est vrai, c'est devenu un mont-de-piété. Un mont-de-piété, trop fort. Non mais c'est ça, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais au moins, mont-de-piété, t'as des chances de récupérer ton argent, là, je suis pas sûr. Non mais moi, attends, quand je passe des fois là, devant la banque postale, je vois des files. Attends, mais les gens doivent attendre 3 quarts d'heure pour être servis. Tu te rends compte? 3 quarts d'heure. Je parle même pas des opérations de recommandés, hein. Je parle pour retrouver un planquin pour s'occuper de leur compte, quoi. Le mont-de-piété. Non, mais attends. Excellent, ouais. C'est complètement dingue. C'est vraiment le mont-de-piété. C'est terrible. Changer de banque. Mais malheureusement, la banque postale, c'est la banque des personnes âgées. Oui. Parce que historiquement, c'est la CCP. Voilà. C'est la banque des interdits bancaires. C'est la banque de tous les trucs, comment dire, d'État, etc. Mais si vous êtes dans le privé, franchement, il est préférable de payer 2 € ou par mois à la BNP ou uniquement à la BNP. C'est la seule banque que je recommande. Et au moins, vous avez un service, on va dire, à peu près correct. C'est pas toujours gagné, oui, parce mais que à peu près correct. Tu n'as pas mentionné la LCL, qu'est-ce qu'il en est? Non, la LCL, non, non, elle n'est pas dans le graphique que les auditeurs internautes ont pu voir. La LCL a été rachetée. Allô? Oui, oui, enfin, c'est une banque européenne. Non, la LCL, c'est plus la filière Crédit Agricole et tout ça. Ça a été racheté, Caisse d'épargne, tout ça. Ce sont des banques qui ont été, en 2009, t'as oublié, mais ce sont des banques qui ont été filialisées
la caisse d'épargne a été regroupée avec d'autres banques, etc. En loose day. Et les banques qui n'apparaissent pas, c'est parce qu'elles sont filiales plus ou moins. D'accord. Par exemple, Crédit du Nord a été racheté par Société Générale. Voilà. Et donc, avant de faire la pause sur ces grands maquillages bancaires, d'ailleurs, on va vous mettre pendant la pause des publicités, vous savez, des publicités pour des anti-âges, hein, vous savez, des trucs, Crème. des crèmes, hein, voilà, pour maquiller les comptes bancaires. Vous avez 70 ans, mais vous voulez paraître 20. en avoir 20. Voilà, donc c'est la crème que les banquiers mettent sur leur bilan, sur leur compte bancaire. Voilà, ils ont des centaines de milliards de déficit, mais en fait, ils apparaissent bénéficiaires. C'est quand même absolument extraordinaire. Alors, tiens, justement, après le scandale de la Wells Fargo, alors j'en ai parlé sur une autre vidéo, vous pouvez la voir, c'est celle de Télé Liberté. C'est énorme. C'est énorme. L'histoire, mais on va y revenir si tu veux. Voici un autre scandale, Bank of America. On n'a plus une semaine donc sans une grande arnaque des banques. Cette fois, c'est la Bank of America, la géante, hein, qui a été épinglée par le gendarme de Wall Street. Pourtant, c'est pas une flèche, hein, le gendarme de Wall Street, pour avoir volontairement déclenché des mini-crashs. Des mini-crashs sur Wall Street, donc, via ces ordinateurs ultra rapides qui achètent et vendent des millions d'actions en une seconde. Voilà pourquoi je suis revenu à ça, parce que tout à l'heure on parlait de la banque postale à qui il faut 16 jours hein, pour passer une écriture, alors que oui, ils t'en font 10 millions à la seconde, quoi. Voilà. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'ils ont les mêmes ordinateurs, les mêmes fournisseurs, hein, les deux. Hein, oui, mais bon, on va pas insister. Ouais. Donc, la Bank America, écoutez bien, elle a déclenché pas moins de 15 crashs. Donc, c'est des crashs qui ont été organisés en 2012, 2013 et 2014 afin de jouer dessus via sa filiale, la Merrill Lynch, hein, d'accord. C'est un peu comme si la LCL déclenchait des mini-crashs et puis derrière, en embuscade, Crédit Agricole parie massivement en disant ça va baisser, tu vois, voilà. Donc, si vous savez à l'avance que tel jour il y aura un crash sur telle ou telle action ou panier d'actions, peu importe, eh bien vous pouvez gagner des millions, des milliards même sans scier. Magnifique, voilà. C'est juste les petits porteurs et les fonds de retraite qui sont dépouillés. Voilà, la vie est belle pour les banquiers, c'est absolument stupéfiant. Lire, c'était sur Bloomberg, hein, vous allez le voir derrière nous. Encore combien elle a été inculpée à payer combien de dommages, une misère hein, en plus. Oui, c'est une misère, je crois que c'est 20 millions. 20 millions de cacahuètes, quoi. C'est histoire de quoi. Pas un banquier n'a été mis en prison. À l'agence. Alors, juste pour ceux qui n'ont pas suivi cette affaire, la Wells Fargo, ils ont créé des faux comptes à 2,5 millions de leurs clients, sur lesquels ils retiraient de l'argent pour les mettre mécaniquement à découvert. Autrement dit, je vous donne un exemple typique. Par exemple, vous avez 500 € sur votre compte et vous avez fait un chèque de 450 parce que vous savez que vous avez 500 €. Eh bien, eux, ils vous ont enlevé 100 € ou 100 $, pardon. Donc, quand votre chèque arrivait, il était rejeté puisque vous étiez à découvert. Il n'y avait pas assez d'argent sur le compte pour couvrir le chèque. Voilà. Et donc derrière, eh bien, ils vous massacraient à coups d'agio, de commission d'intervention. 2,5 millions de personnes. Je ne sais pas si vous imaginez. 2,5 millions. C'est monstrueux. Alors. Les banquiers sont des voleurs. Et on voit bien que c'est des actes désespérés. Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, ça c'est génial. La Wells Fargo a reçu donc une plainte. Des plaintes. De l'État de Californie, entre autres. Des 2 millions et quelques personnes qui se sont réunies en jurisprudence. Ça a mis du temps à monter, hein. Ça a mis du temps, ça a mis des années. Des années. Alors, ce qui est le plus beau dans cette histoire, c'est que la Wells Fargo a viré tous ses chargés de compte qui ont créé les faux comptes. Elle les a tous virés. 5200 personnes. Comme ça, pas de traces. On limite les traces, les gars. On limite les traces. Voilà, ils sont plus là. C'est fini. On les a virés. C'est des méchants. Et le plus top du top de la Wells Fargo, comment on finit l'arnaque? Ils ont viré, je sais pas si on peut appeler ça virer, hein. Si, viré. Si, la DRH l'a viré. Voilà, une femme. Vous allez voir la photo derrière nous. Une femme, donc la femme qui était la grande directrice de clientèle de la Wells Fargo. Elle est partie avec un petit bonus de 180 et quelques millions d'euros. Ouais, je sais plus combien. Millions de dollars. 125 millions de dollars. Ouais, on est plus après. Voilà. 125 millions. On vous remercie. Elle a été remerciée. Parce qu'elle a permis à la banque de voler des milliards.
hein, évidemment. Voilà, c'est ça les banques aujourd'hui. Wells Fargo. Les Dalton, Là, ils les ont changé de Dalton. camp. Voilà, hommage aux frères Dalton. Hommage aux frères Dalton. Mais qui sont maintenant à l'intérieur de la Hommage aux banque. frères Dalton. Qui sont à l'intérieur de la banque maintenant. Voilà, ils sont. Vous allez voir une photo derrière nous. Vous avez les cadavres des frères Mantide, Dalton. ouais. Voilà, vous allez voir une affiche même quand ils étaient recherchés. Puis ensuite, parce que figurez-vous que les frères Dalton, ils se sont fait avoir. En fait, avant, ils braquaient les banques, mais ils braquaient les banques une par une. Bon, ils s'en sortaient. Mais et à un moment donné, ils ont eu la grosse tête, donc ils sont rentrés dans un petit bled là, comme ça, et puis ils ont braqué 2 banques en même temps, dont la National West Bank, la First National Bank américaine. Donc ils ont braqué 2 banques en même temps. Et là, c'est pas bon parce qu'ils se sont divisés. Et du coup, le shérif du coin, etc., les a pris sur le fait. Donc fusillade, le shérif est mort. Et en fait, ils sont tous mourus. Mais c'était une époque où les Américains chassaient ceux qui attaquaient les banques. Et maintenant, les Dalton se sont réincarnés. Et ils sont dans les banques. Voilà. Et c'est eux qui vous chassent de l'intérieur. C'est vachement plus simple. Et puis Hein, directement au voilà. pognon, à la source. À la source, voilà. Je rappelle, je rappelle à nos spectateurs, que toi, comme moi, comme tout le monde, c'est pas vous qui touchez votre salaire le premier. C'est le banquier. Il se sert d'abord, hein. Voilà, il prend ses petites commissions d'intervention, C'est trop les fort. machins, c'est trop fort. Ouais. Et je me souviens de la pub de la BNP. Votre argent nous intéresse. Confiez-nous vos Tu économies. m'étonnes. On vous paye des intérêts sur votre épargne, blabla. Maintenant, ils enlèvent tout. C'est des voleurs. C'est vraiment des voleurs. énorme. Le grand changement a eu lieu quand le premier film sur Wall Street est sorti. Hein, le Greed is Good, c'est absolument énorme. Chers spectateurs, voilà, vous voyez qu'on est en pleine forme. Vous aussi, grâce à la baguette magique. Tung Tung. Voilà, on vous envoie des bonnes ondes. Alors, on fait une pause. Donc, pause anti-âge. Pause spéciale maquillage des comptes bancaires. Hein, et bien le bonjour aux enfoirés de la Banque Postale. À tout de suite. À peine assis, il m'a dit « J'ai pas trop d'argent et je voudrais acheter un appartement. Être propriétaire, quoi. » Je l'ai envoyé chier, j'ai fait mon métier. C'est gagné. Lui, il m'a dit carrément. J'ai eu des petites dépenses, je risque d'être à découvert. Je l'ai interdit de chez pied, j'ai fait mon métier. C'est gagné. Il est arrivé en coup de vent et m'a débité d'un trait. J'ai tout le marché français de l'héroïne, mais ça me suffit pas. Je veux plus. Je veux l'Amérique. Mais pour ça, il faut blanchir l'argent. J'ai répondu « Chiche, j'ai fait mon métier. » C'est gagné. BNP, c'est gagné. Dites non aux rides. Dès les premières rides, il faut réagir. Voici la crème Première Ride de Vichy. Une crème de jour active pour lutter contre les premières rides dès qu'elles se forment. À chaque âge, sa solution. Les anti-rides de Vichy, des résultats prouvés. Mon cher Laurent, après ce maquillage des comptes bancaires spécial anti-âge et anti-déficit, on va parler d'un autre déficit absolument colossal, de quelque chose qui s'est passé cet été, dont j'ai eu l'occasion de parler dans d'autres vidéos, mais c'est très important d'y revenir, la faillite de Hanjin, l'un des plus grands transporteurs mondiaux et l'un des numéros 2 ou 3 en Asie. Alors oui, effectivement, Pierre, parce que lorsqu'on regarde ta revue de presse, on voit déjà d'une part l'importance que tu attaches au Baltic Dry, donc c'est les échanges maritimes qui ont lieu à la surface de la Terre, et c'est d'autant plus intéressant que depuis que tu fais cette revue de presse de 2009, pour toi a toujours été un indice Baltic Dry. On en a parlé souvent ensemble à la radio à l'époque. Hein. Et j'ai trouvé intéressant que tu le prennes comme jauge du commerce international et puis de comment se porte finalement l'économie de marché d'une manière générale. Et effectivement, dans le cadre de cette revue de presse du mois de septembre, de cette rentrée, c'est de voir que Hanjin a eu l'occasion, malgré ses 100 transporteurs à travers le monde, de faire faillite. Et ça, c'est gigantesque. À l'heure actuelle, il y a je ne sais pas combien de transporteurs qui sont bloqués. 150 à peu près, je crois, 150 méga cargos. Vous savez, les grands. J'ai eu l'occasion de voir ça à la signature de Cherbourg parce que ma chambre d'hôtel donnait sur le port et j'ai vu passer à un moment donné un cargo géant. Alors le truc devait faire. Gigantesque. Ouais, ça devait faire, je sais pas, 600 mètres de long, quoi. Enfin, le truc, mais colossal, quoi. Ouais. Voilà, et c'est Hanjin donc qui a fait faillite et aujourd'hui. On a 15 milliards de dollars de valeur de marchandises qui sont bloqués, immobilisés, parce que c'est extrêmement complexe. Hein, quand un transporteur fait faillite, pour récupérer les données, déjà, enfin les marchandises, soit qui sont envoyées à l'export, hein, peu importe de quel côté on se trouve, c'est une absolue catastrophe qui entraîne d'autres catastrophes derrière. Alors c'est ça, justement, c'est ces catastrophes qui sont sous-jacentes.
Parce qu'effectivement, le commerce international, import-export, étant omniprésent dans le monde dans lequel on vit, si nous avons des Samsung ou autres, c'est grâce à ce genre de bateaux, de multinationales, d'entreprises. Et aujourd'hui, de savoir qu'il y ait autant de marchandises qui soient bloquées, ça veut dire qu'il y a je ne sais pas combien de milliers de sous-traitants à travers le monde qui se voient avoir soit leurs marchandises bloquées parce qu'elles l'ont envoyées, soit au contraire que je t'ai acheté. Il y a à peu près 60 000 entreprises de la multinationale à la petite PME qui sont impactées. Alors, quand on voit c'est énorme. Le volume de ces containers, on peut imaginer le nombre de marchandises qui sont véhiculées par ces petites PME, PMI ou peut-être un peu plus grandes entreprises qui comptent sur ces transports. Et là, tout est bloqué du fait du démantèlement des engines jusqu'à ce que tout soit vraiment opérationnel. Les capitaines de bateaux n'ont plus d'argent, ne peuvent plus payer, se servir de la carte. Ils ne peuvent plus faire approvisionner en nourriture leur personnel. Ils peuvent même pas aller ils peuvent même pas sortir du bateau, aller sur le port. Voilà, parce que les ports les refusent. Parce que vous ne pouvez plus payer, vous êtes en faillite, vous ne pouvez plus payer les taxes, vous ne pouvez plus payer nos dockers, vous ne pouvez plus payer tous les frais techniques annexes d'alimentation, le diesel, le pétrole, enfin je passe des meilleurs. La maintenance technique du bateau, ils sont en faillite, donc ils leur refusent l'entrée du port. Pour certains, ils ont un refus d'entrée de port. Et donc en ce moment même, vous avez des marins qui sont bloqués sur des bateaux et les capitaines ne peuvent même pas leur acheter à manger parce que donc ils leur font sur leur fonds perso quoi. C'est absolument énorme. Donc les conséquences. Il y a que le Figaro ou les Échos qui en a parlé. C'est gigantesque. L'impact, je suis d'accord. C'est le Lehman Brothers du transport. Pour moi, ça a été, quand j'ai vu cette information-là, elle est très révélatrice de la situation de blocage que vit le monde, et notamment sur le fait que les marchandises, là, puisqu'on parle du plus grand transporteur d'Asie, totalement bloqué. Et en plus, on parle d'une société multinationale sud-coréenne. Donc voilà, qui se porte très très bien. Donc pour moi, elle est vraiment révélatrice, cette information, de l'impact que cela a au niveau mondial sur les échanges commerciaux et la manière dont ça va encore plus amener au fond de nombreuses multinationales, PME, PMI, qui comptent sur le transport de ces marchandises. On le voit parce que l'un de nos lecteurs, justement, magnifique information. L'un de nos lecteurs, on le remercie, c'est Monsieur Salvador. Il dit, voilà, regardez, les tarifs du fret maritime entre l'Europe et la Réunion, donc l'île de la Réunion, augmentent de 30 à 40% à partir d'aujourd'hui. Alors, il m'a envoyé ça la semaine dernière, je crois que ça date de vendredi. Je pense que cette augmentation est la répercussion logique des graves difficultés que vous évoquez autour du Baltic Dry, évidemment. Alors, il dit, donc à La Réunion, ici, tout le monde est tombé des nues, d'autant qu'aucune raison sérieuse n'a été donnée. C'est ça qui est génial. Il est seulement traité du fait accompli. Évoquer la conjoncture économique internationale, il n'en est pas question, c'est au ras des pâquerettes, on ne la voit pas. Eh bien oui, il ne faut pas parler de la crise économique. Ça, l'impact sur les populations qui sont insulaires est gigantesque, parce que ça va avoir forcément des répercussions sur le prix des matières premières, la nourriture, tout ce qui fait que des insulaires puissent vivre et avoir le confort dit moderne. Et c'est vraiment gigantesque. Donc là, pour le coup, je ne sais pas comment cela va se passer dans ces nombreuses îles, qu'elles soient eux, ils sont directement impactés, c'est clair. Ça va être. Alors, il dit justement, M. Salvatore ajoute, il dit, je note qu'ils évoquent une baisse précédente des tarifs passée inaperçue, car elle ne s'était pas vue dans les prix de détail, évidemment. Mais avec la faillite de Hanjin, du coup, ça crée un appel d'air, et donc, du coup, c'est tous les autres bateaux qui profitent, on va dire, de l'absence. Alors, ça a permis de remonter, mais augmenter de 30 à 40%, alors là, c'est quand même énorme. En revanche, cette augmentation des prix, ça va se répercuter, bien entendu, sur tous les prix pour nos amis de Guadeloupe, Réunion, les Seychelles, Maurice, enfin, toutes les îles de l'autre côté du globe. C'est très clair. La faillite de Hanjin, c'est colossal. C'est colossal. Et il faut noter que Maersk n'est pas loin. Parce que toutes ces grosses compagnies ont quand même licencié massivement. C'était à coût de 2000 marins. C'est pas rien. Je crois que les armateurs sud-coréens ont licencié, alors eux, c'était à coût de 5000, 6000 personnes. Allons-y gaiement. Parce que justement, le commerce mondial est à zéro, parce que à cause de la crise économique, plus personne ne prend sa voiture, autant il y a tellement de chômeurs partout, bien entendu, la consommation de pétrole est 2 fois moindre.
j'arrondis à la louche, hein, 2 fois moindre qu'en 2007 ou en 2006 par exemple, et que du coup tout le monde s'est précipité, à cause du prix du pétrole, tout le monde s'est précipité sur les voitures électriques, et la demande est de plus en plus faible pour le pétrole. Résultat des courses, c'était à 49. Ça a entraîné le licenciement massif de toutes les compagnies pétrolières que j'évoque, qu'on verra dans une autre vidéo consacrée rien qu'au licenciement. Mais c'est une catastrophe, on est d'accord. Comme pour les pneus. Exactement, notamment, exactement. L'usure des pneus, c'est la meilleure façon de voir. C'est un chiffre qui peut pas être bidouillé. La vente de pneus en France, par exemple, ne peut pas être bidouillée. Hein. Ils peuvent bidouiller les chiffres du chômage, comme ils le font tous les jours, tous les mois. Hein. Ils peuvent bidouiller tous les chiffres de l'INSEE, hein, l'inflation, par exemple. Il n'y a pas d'inflation, hein, paraît-il. Mais le nombre de pneus vendus, ça, c'est pas possible. Le nombre d'hectolitres d'essence, de diesel, etc., qui sont vendus en France, ils peuvent pas le modifier. La consommation électrique, par exemple, des usines, des entreprises, le monde industriel, ce qu'ils consomment en électricité, ils ne peuvent pas bidouiller ce chiffre-là. Et ces chiffres-là sont publics aux États-Unis, sont publics en Allemagne, et on voit bien qu'il y a une baisse, surtout aux États-Unis. Ça a été une chute absolument colossale, au point que les centrales électriques qui sont privées, par exemple aux États-Unis, ont licencié massivement. Ils ont licencié entre 2008 et aujourd'hui, ils ont licencié entre 30 et 40%, voire pour certaines 50% du personnel. Vous vous rendez compte ? 50% du personnel. Pendant ce temps-là, une bonne nouvelle au moins pour une personne, c'est le frère de Nicolas Sarkozy. Mon cher Laurent, à toi l'honneur. Alors oui, c'est une information donc, qui date de début octobre. Le frère de Nicolas Sarkozy, plus exactement son demi-frère, qui a quitté le méga hedge fund Carlyle en mai dernier, va lancer son propre fonds, selon le journal Bayut, qui précise qu'il a déjà accroché plusieurs clients et qu'il veut ramasser 1,5 milliard de dollars. Pour commencer. Sa spécialité développée au sein de Carlyle sera exprimée dans la nouvelle entité, optimisée comme investissement pour les services financiers. Une phrase vague voulant dire que tout le monde en fait sera le bienvenu. Aura-t-il plus de chances que Dominique Strauss-Kahn, qui on le rappelle a voulu créer son propre... Enfin, mais il avait son propre fonds d'investissement. Non, attends, je rappelle que c'était quand? C'était il y a... Ah non, 2 ans, 2 ans, je crois. Bah, il y a 2 ans. Vite, je crois que c'est 2 ans. Ça va très vite. Je rappelle que le bras droit de Monsieur Strauss-Kahn dans son hedge fund là, il s'est pris pour Mike Brandt, hein, parce qu'il a sauté du 8e étage, je crois. Hein, ou du 15e étage, je ne sais plus. Hein, voilà. Il y a eu une enquête. Et cette affaire, on n'en a plus jamais entendu parler. Parce qu'il y a quand même il y a une enquête plusieurs centaines de millions de dollars ont disparu. Très intéressant. Voilà. Donc c'est marrant, Strauss-Kahn, il est toujours sur les bons plans. Les lecteurs de cette revue de presse se souviennent donc que Nicolas Sarkozy, après sa défaite, avait voulu lancer son propre hedge fund avec l'aide de l'éternel Alain Minc, très doué pour les sociétés financières immatriculées dans les États américains. Donc lire ici le site Bayut, merci à Spartacus pour avoir relayé l'information. Alors justement, puisqu'on parle des Sarkozy, j'ai lu le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple. Alors, Patrick Buisson, personnage vraiment très particulier, hein, puisque c'était l'éminence grise, hein, c'était le Mazarin de Sarkozy avant son élection à la présidence et pendant. Je peux vous recommander son livre. J'ai acheté les deux bouquins, j'ai acheté celui de Zemmour, le dernier, là, et celui de Patrick Buisson. Franchement, Zemmour, très décevant, enfin celui-là du moins. En revanche, le livre de Patrick Buisson est absolument remarquable. D'abord, c'est très bien écrit. Je dois dire que c'est l'un des meilleurs livres politiques que j'ai jamais lu. J'ai eu l'occasion d'inviter ici Benamou, hein, donc qui était l'un des conseillers de Sarkozy et qui avait écrit un livre. Je crois que il était venu à une revue de presse ici il y a 2-3 ans, qui avait écrit un très bon livre. Mais là, Buisson est au-dessus. Je parle en termes de style littéraire. Et alors, vous allez apprendre plein de choses sur la manière dont fonctionne Sarkozy. Bon, on le savait, nous on l'a vu, parce qu'on a l'occasion de commenter notre revue de presse sur la radio ici maintenant pendant tout son quinquennat, hein, c'est le cas de le dire. Et on a vu cette manière de promettre tout et n'importe quoi, et puis derrière de ne rien faire, de tout faire à coup de sondage. Je vous recommande de lire le livre de Patrick Buisson, hein, La cause du peuple. C'est vraiment très bien, très drôle. Il est vraiment drôle, hein, par moments. Buisson est très drôle. Ce qui est pas le cas de Zemmour. Zemmour, j'ai jamais eu... Zemmour n'a pas d'humour. Zemmour n'a pas d'humour, hein, dans ses livres. Dans ses livres, hein, parce qu'autrement, il a de l'humour. Mais franchement, Buisson, c'est largement au-dessus de Zemmour. Enfin, son livre, du moins. Et je vous le recommande chaudement. Vous allez apprendre plein de choses. Il faut surtout le lire, parce que maintenant que, comme je vais dire Zemmour, Sarkozy est candidat, hein, aux primaires,
Espérons qu'il ne soit pas, parce que vraiment, il ne le mérite pas. Il a pris les Français pour des crétins. On le voit bien dans on le voit bien dans le livre de Buisson, mais nous, on l'a vu pendant le quinquennat, parce on avait notre émission toutes les semaines à la radio. Enfin, Sarkozy a toujours pris les Français pour des crétins. Hélas pour nous, hélas pour tous ceux, les dizaines de millions de Français qui ont voté pour lui. Voilà, donc si vous voulez tout savoir, une fois pour toutes, lisez le livre de Patrick Buisson, La cause du peuple, très 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 bon livre. Je vous le recommande chaudement, vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc ça, c'était pour finir le hedge fund de Monsieur Olivier Sarkozy. Alors, justement, on va venir à quelque chose que tu aimes bien, un sujet que tu aimes beaucoup, et qui permet de clore, on va dire, cette revue de presse sur un sujet qui nous intéresse de très près. Le Canard enchaîné est arrivé à parler des taux négatifs dans son numéro du 21 septembre 2016. C'était à la une du Canard enchaîné, en haut à gauche, dans ce qu'on appelle l'oreille. Incroyable de voir ça. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors moi, je rappelle quand même que Laurent et moi, on parle des taux négatifs depuis 2009. J'ai regardé dans le chrono. C'est la première fois qu'on a abordé le taux négatif. C'était en 2009 à cause d'une banque suédoise qui était la première à appliquer des taux négatifs à cause de son problème parce qu'elle avait tellement d'argent, elle ne savait pas quoi faire, donc il fallait mettre les taux négatifs pour forcer les gens à se bouger. Ça veut dire que finalement la panique est à bord dans tous les états-majors des banques françaises. Et le fait même que le journal satirique en fasse sa manchette est très révélateur. Pourtant, le reste de la presse française, le sujet est encore assez tabou. D'abord parce que les journalistes n'y comprennent rien, et ensuite parce que ce n'est pas bon pour rester copain-copain avec les annonceurs, les publicités des assureurs et des banquiers. Si vous regardez les publicités, regardez bien les publicités sur BFM et sur iTélé, et sur France 2 et TF1, qu'est-ce que vous allez voir majoritairement? Vous allez voir des voitures, de la bouffe et surtout des banques et des assureurs, évidemment. Donc si vous commencez à balancer sur les taux négatifs, vos annonceurs vont vous dire ciao, démerdez-vous, voilà, on se tire dans le bain. Bon, voilà. Pourtant, aujourd'hui, toute la presse devrait y consacrer au moins une page chaque semaine, au moins, minimum, pour tenir les Français informés. Mais voilà, la presse française a oublié ce que c'est que d'informer, contrairement à la presse allemande, qui a fait sa une, on a vu des manchettes, taux zéro, les taux négatifs, etc. On voyait Mario Draghi en train de brûler des billets euros avec son cigare, enfin la totale, quoi. Ils ont vraiment cartonné, eux. Ceci vous explique pourquoi les ventes de la presse française, ont baissé de manière radicale de 2015 à 2016. Alors, à toi l'honneur de donner les chiffres. Les hebdos comme le Nouvel Observateur et les régionaux ont perdu 3,5% en moyenne. Les quotidiens nationaux ont perdu 2,3% sur les 7 premiers mois de l'année, davantage que la baisse de 1,4% sur l'ensemble de 2015. Ah oui, là c'est vraiment la chute libre pour 2016. C'est la chute libre, c'est clair. Libération a perdu et est passé d'une diffusion de 124 165 en mai 2012 à 73 506 exemplaires. De combien ils ont passé? 124 000, on va dire. 124 000 à 73 000. Waouh, mais c'est quasiment, c'est moins 50. Ouais. C'est quasiment moins 50. Ils ont perdu moins 50. Okay, quasi. Ouais. C'est énorme. Ça veut dire à quel point la rédaction de Libération est totalement déconnectée de la réalité. Ah, mais c'est pas uniquement Libération. Pour avoir certains échos de personnes travaillant dans les médias papier, c'est la chute libre. Tous, la seule chose qu'ils veulent là, c'est vendre. Pour la plupart, c'est vendre. Ah oui. Mais pour vendre, faut dégraisser la machine. Faut qu'elle il faut licencier tout le monde. Il faut qu'on montre que c'est profitable. Voilà, c'est ça. Donc c'est comme les banques, la ING qui vire 6 000, 7 000, 8 000, 15 000 personnes, quoi. Donc le Nouvel Obs est passé d'une diffusion de 503 000 en 2012 à 383 000 au premier trimestre 2016. Oh là là, la claque. Le quotidien le plus touché donc est de loin Libération, groupe SFR Média Draghi, dont les ventes ont chuté de 21,5% à 73 000 exemplaires en moyenne par jour. Sont également en baisse, mais ils le sont tous de toute façon. Alors, Le Parisien, aujourd'hui en France, à moins 44,9%. Je fais pas trop embrouiller les internautes avec les chiffres. Le Figaro, moins 2,8%. Le Figaro résiste bien. Le Monde, moins 1,8%. Et La Croix, moins 0,4%. Seul titre en hausse, Les Échos, plus 1,2 à 127 000 exemplaires. Et L'Équipe, les gens ils jouent. C'était les Jeux Olympiques plus la Coupe du Monde. Oui, bon, puis ça, c'est normal. Le but du jeu, c'est aussi de jouer. Les jeux d'argent, là, plus 5%. Dans la presse magazine, au premier semestre, comparé au premier semestre 2015, donc il y a un an, c'est l'Express, groupe SFR Média, qui souffre le plus, avec moins 21%, avec des ventes en kiosque et des abonnements qui ont dégringolé malgré une nouvelle formule.
Alors que les ventes numériques restent très faibles. À tous les journalistes qui travaillent pour Monsieur Draghi, patron de SFR mais aussi de BFMVC. Hein, vraiment, votre nullité est sanctionnée. Vous ne donnez pas d'informations aux Français. Voilà le résultat. Et encore, ça, c'est les chiffres allant de 2015 à 2016. Hein, si on remonte au Nouvel Observateur de, je sais pas moi, il y a 10 ans ou même 5 ans, je pense que c'est encore pire que ça. On rappelle, Pierre, que par exemple, des grandes sociétés de voyage comme Air France achètent massivement... Achetaient. C'est terminé Dieu donne moins en moins. Mais voilà, parce qu'il était une source de revenus garantie pour... Surtout pour l'humanité. L'humanité ne vivait que grâce à ça. Donc, dans la presse quotidienne régionale, les 67 titres recensés sont tous en recul, entre moins 0,5% et moins 9% sur un an. Le leader, Ouest France, a vu ses ventes baisser de 2,3% sur un an. Sud-Ouest, de moins 3,6%. La Voix du Nord est de 4,6% en positif, hein, et le Parisien de moins 6%. Alors peut-être qu'ils ont oublié le moins là pour le coup. Ouais. Les récits, le Parisien, merci à Monsieur Nichois. Oh, c'était un peu dans toute la presse, hein, parce que c'était les chiffres qui sont tombés. Donc tu nous dis en conclusion, le souci est que les Français découvrent de plus en plus que leur presse papier classique, à quelques exceptions près, ne les informe plus. Normal quand les médias appartiennent à des banques et ou des marchands d'armes, dépendant des commandes de l'État. Rien d'extraordinaire, donc merci aux lecteurs. Non, mais il y a pire que ça, c'est qu'il faut savoir que tous ces titres reçoivent des subsides pour le développement de la presse. Ouais. Hein, c'est à coût de millions, à coût de centaines de milliers d'euros, etc. Que ce soit c'est en fonction de leur tirage, du nombre de gens qu'ils emploient, etc. Alors, je veux dire, ils vont pas mordre la main qui les nourrit. Aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que cette revue de presse, nous, on est complètement indépendants. Hein, je vous rappelle, vous la soutenez justement parce que vous lisez tous nos livres, vous venez donc aux signatures. Hein, c'est vraiment comme ça que vous soutenez véritablement le travail de la revue de presse. Alors justement, profitons-en puisque c'est la nouvelle année juive. C'est vrai. C'est la nouvelle année. C'est un lecteur qui a découvert ça. Donc ils sont en l'an 5777. Exactement. Hein, c'est pas beau le 777. Rappelez-vous, voilà, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008, hein, avec le moins 777,7. Par une coïncidence tout à fait curieuse, ce jour-là, donc en 2008, mais c'était aussi la nouvelle année juive, alors que c'était la fête des archanges, hein, la fête catholique. Le 29 septembre. Une grande partie, hein, je rappelle, du floor de Wall Street avait préparé le champagne sans imaginer qu'une explosion vraiment de moins 777 attendait les traders à la fin de l'après-midi. Donc leur nouvelle année a été sérieusement gâchée là pour le coup. Alors notre lecteur, Monsieur Delaveau, hein, qu'on salue, nous signale que ce lundi 3 octobre 2016 est la première journée de la nouvelle année juive de l'an 5777. 8 ans après. 8 ans après. Amusant vraiment de considérer que ce n'est que maintenant que le tsunami déclenché le 29 septembre 2008, à l'époque c'était la nouvelle année juive de 5769 pour le coup, a touché les sacro-saintes et colossales banques allemandes que seulement maintenant. Voilà, c'est quand même après, absolument. 8. Explication du site Et vous. Alors, Rosh Hashanah est fêté le lundi 3 et mardi 4 octobre 2016. Il s'agit de l'entrée dans l'année 5777. On y est aujourd'hui. Alors, bonne année à nos lecteurs juifs. Donc, écoutez bien la suite. Hein. Ne vous étonnez pas si vous voyez de nombreuses personnes le long du canal ou de la Seine ayant l'air de vider leurs poches. Le premier jour du Nouvel An juif, il est coutume de jeter symboliquement ses péchés à l'eau et commencer la nouvelle année sur des nouvelles bases. Oui, je pense que c'est les péchés qui jettent, c'est pas leur argent. C'est clair. Parce que, tu sais, je voyais vider leur poche, je dis tiens, c'est quoi ce délire? Non, c'est leur péché, hein, bon, pas déconner. Bref, on fête le nouvel an le jour du jugement et du chauffard. Chauffard, c'est la trompette qui est faite dans une corne de buffle, hein, me semble-t-il. On souffle dans une corne de bélier, voilà, bélier. Cette fête lance une période de 10 jours de pénitence jusqu'à Yom Kippour, donc le grand pardon, qui aura lieu le 11 et 12 octobre 2016, donc c'est bientôt. Voilà. Alors, un autre lecteur m'a dit Deutsche Bank a perdu moins 7,77%. Vous avez le graphique derrière nous, vous allez le voir, c'est authentique. Alors, bon, si jamais la Deutsche Bank explose à la mi-octobre, hein, ou même en novembre, on pourra y voir une nouvelle et phénoménale, exactement, symbolique et synchronicité, en accord, pour le coup, avec mon livre,
777 qui m'a été inspiré par l'explosion de Wall Street et qui est plus que jamais d'actualité. Voilà. Mais écoutez la suite, c'est très intéressant. Alors, il y a un site donc israélien qui considère l'islam comme étant l'antéchrist de l'apocalypse catholique. Donc déjà, ça cogite. Hein. Ouais. Alors, il explique quelque chose de curieux. Écoutez bien. Il faut garder ça à l'esprit. Hein. This is very important to keep in mind. Lorsqu'on parle de la fin des temps, que la fin des temps aura lieu en 2017, donc l'année prochaine, en fait, cela veut dire que la fin des temps va commencer le 3 octobre 2016. Aura lieu le 3 octobre 2016. Voilà. Donc pour nous déjà, c'était hier. Donc dès aujourd'hui, on saura s'il y aura un début ou la fin des temps. Voilà. Alors pour les banquiers de la Deutsche Bank et de la Commerzbank, hein, les mecs, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, je vous le garantis. Non mais c'est intéressant ça. Alors vous avez tous les liens bien entendu sur quotidien.com. Et alors pour conclure, la santé de nos amis commerçants qui nous suivent et qui sont saignés à blanc par le RSI, hein, eh bien vous avez derrière nous une image qu'un lecteur nous a envoyée de Brive. Alors c'est 3 articles, vous achetez un article et vous en avez 3. C'est énorme. Moi, je connaissais le 2 pour 1, mais je connaissais pas le 3 pour 1. Ah oui, un article, oui. Ouais. Voilà, tu achètes un pantalon et tu en as 2 autres. Donc, c'est quand même absolument étonnant. Et alors, ce qui manque à l'image que vous voyez derrière nous, c'est ce que vous voyez dans d'autres hypermarchés. C'est-à-dire, vous payez, vous leur donnez un chèque et votre chèque n'est encaissé que dans 3 mois ou même dans 4 mois. Tellement les hypermarchés, les supermarchés sont désespérés en ce moment. J'étais à Saint-Brieuc, j'ai vu les rues commerçantes de Saint-Brieuc, elles sont décimées. À peu près un commerce sur 4 est fermé. Et la boutique a loué depuis je ne sais pas combien de temps. C'est quand même incroyable, quoi. Voilà, donc chers amis spectateurs, gardez le moral, c'est très important. Un homme informé en vaut 2, une femme informée en vaut 3, même plus. Sachez que grâce à nos informations, vous êtes informés et vous ne vous rendrez pas malade, j'insiste lourdement là-dessus. Les chypriotes qui se sont fait chypriotiser, hein, du jour au lendemain, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Depuis, c'est qu'une série de cancers. C'était la même chose en Argentine. Voilà, quand ils perdent toute leur épargne, les mecs, ils s'en rendent malades, quoi. Beaucoup de suicides, et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, gardez le moral. Voilà, donc ici, nous avons la baguette magique qui va vous permettre de garder le moral, hein, de garder votre travail. On vous embrasse et je vais également vous montrer le cadeau qu'une adorable lectrice m'a offert à Saint-Brieuc. Enfin, c'est pas tant pour moi, c'est pour le chat. Voilà, et donc le chat, Laurent et moi, on vous embrasse bien fort. On vous donne rendez-vous pour une prochaine revue de presse. Soyez au rendez-vous tous les lundis. Et n'oubliez pas, vous soutenez cette revue de presse en lisant les livres. Alors, voilà Iris, et voilà le chat. Voilà le chat qu'une lectrice de Saint-Brieuc. Alors, c'est la fée Kikou. Alors, c'est un chat fée. Hein. Donc, vous voyez, avec le lys, la fleur de lys bretonne qui est là. Hein, voilà, donc elle a offert ce cadeau, ce petit chat à mon chat. C'est trop mignon. Voilà, merci à vous, chère madame, et merci à tous les lecteurs et lectrices qui sont venus. Merci pour vos adorables présents. Je suis très, très, très sensible, et le chat aussi. Merci à vous, et on vous embrasse. Plut, plut.